Chers amis, bonjour. Je suis pensive parce que je viens de voir d'écouter un extrait d'émission sur la radio Cato, donc Radio Cato de France, RCF. Je vais jamais écouter cette radio, je sais pas du tout, ça doit être bien, je suppose, parce que les journaux, La Croix et tout ça, c'est bien aussi, donc il n'y a pas de raison. Mais justement, il y avait un extrait au sujet du droit à l'IVG. Parce que il est vrai que le pape a toujours expliqué qu'il était contre l'IVG. Je comprends parfaitement et c'est son droit. Mais de toute façon, le pape n'est pas un directeur de conscience. Je pense que chaque femme et chaque homme devrait être son propre directeur de conscience. Enfin, c'est mon point de vue. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas, qu'il ne faut pas tenir compte de ce que dit le pape, mais je dis que ça doit être entendu et écouté surtout, et nourrir la réflexion. C'est ça qui importe. Alors, ma position à moi sur le droit à l'IVG, c'est que le droit à l'IVG est un droit fondamental qui fait partie intégrante des droits de l'homme. Oui, je vais assez loin sur le sujet. J'entends par là, bien évidemment, que la femme, malheureusement, la nature est en fait de telle sorte que c'est hélas la femme et uniquement la femme qui se retrouve entre guillemets piégée si jamais elle se retrouve à la suite d'une relation sexuelle enceinte. Je dis bien piégée parce que quelquefois malheureusement ça arrive. L'époque où la femme n'avait pour seule et unique raison d'être dans une société que de pondre est bel et bien révolue. Oui, je suis dure quand je dis ça, mais c'est quand même la vérité, quoi. Il y a encore des gens qui en sont là, hein. Je tiens quand même à le rappeler, et y compris en France, hélas, malheureusement. Je suis moi pour un encadrement de l'IVG strict et sévère, parce que effectivement, c'est très loin d'être anodin d'être enceinte, et l'état psychologique dans lequel on se trouve pendant la grossesse est quelque chose d'extrêmement important parce que ça conditionne en partie le devenir du bébé à la naissance et sa petite enfance, son enfance et donc aussi sa vie d'adulte. Je ne vais pas développer plus le sujet de l'éducation et de l'enfant dans cette vidéo, ce serait stupide. Mais je veux simplement dire que moi je considère que le droit à l'IVG est un droit sacré parce que je pars du principe que ce que je reproche aux anti-IVG, en fait, consiste à devoir constater qu'ils considèrent que le droit d'un ovule fécondé est plus important que le droit de la maman. Et ça, je trouve ça profondément choquant. Parce que ça veut dire que la femme qui se retrouve enceinte accidentellement et qui est paniquée et qui est dans une situation de détresse n'a absolument aucune valeur et qu'il y a juste sa fonction de reproductrice qui est prise en compte. Et ça me terrifie, vraiment quoi. Ça me terrifie au sens le plus basique. Bon voilà. Maintenant, l'extrait que j'ai vu justement consistait le morceau de la loi existante qui concerne le droit de retrait. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, on m'éclairera, on me dira si je me suis trompée, mais si j'ai bien compris, entre la première et la deuxième consultation, le médecin a le droit de retrait et la maman a aussi le droit de retrait. Donc il a été demandé par le gouvernement que le droit de retrait du praticien ne soit pas supprimé, ou plutôt le droit de retrait soit supprimé, pardon, et donc il y a les sages-femmes qui demandent, elles, à ce que ça ne soit pas supprimé, c'est-à-dire qu'elles souhaitent garder ce droit de retrait. Alors moi, personnellement, je me mets à la place des sages-femmes, et je suis du côté des sages-femmes, pour le coup. Je vais vous expliquer pourquoi. Je considère, moi, que dans le corps médical, que ce soit les aides-soignantes, que ce soit les infirmières, que ce soit les médecins, il leur arrive très souvent de se retrouver devant des cas de conscience, devant gérer
des situations de stress ou de souffrance absolument terrifiantes. Et il n'y a pas que l'enfantement et la grossesse. Dans les cas de maladies graves, de maladies chroniques, etc., il arrive par exemple que des médecins pratiquent des actes absolument nécessaires et qui provoquent des douleurs voire des traumatismes chez les patients. Ils en sont parfaitement conscients et c'est très probablement, sur le plan de la conscience, très difficile pour eux. À ce titre, il arrive souvent que des médecins, que des infirmiers, que des aides-soignantes n'aillent pas bien sur le plan psychologique. Voilà. Et il peut parfaitement arriver quelquefois que des sages-femmes qui pratiquent des IVG de façon assez régulière parce que leur poste à l'endroit le poste qu'ils occupent au sein de l'hôpital les prédispose à ça. Moi, je comprends très bien que pour ces sages-femmes, ça soit quelquefois difficile. Parce que dans le contexte où elles sont, c'est pas facile. Voilà, ça peut très bien arriver. Maintenant, effectivement, ça pose un autre problème, qui est que ces IVG doivent être assurées, effectivement. Et donc, dans ce cas-là, il faut veiller à ce que les formations soient assurées, et il faut déculpabiliser le corps médical qui, jusqu'alors, quelquefois, avait quelques... Enfin, c'est pas quelquefois, et puis ça se comprend, des problèmes de conscience par rapport au fait de pratiquer un IVG. Alors moi, je vais quand même vous donner mon point de vue par rapport à ça. Moi, je considère qu'un médecin qui pratique un IVG sur une femme qui est en détresse et qui a été parfaitement encadrée sur le plan psychologique, donc qui a pris sa décision de façon rassurée, je considère, moi, que c'est un acte d'amour. Je pèse mes mots. C'est un acte d'amour. L'instinct maternel, c'est pas du tout quelque chose qui va de soi. Moi, je compare souvent l'instinct maternel à quelque chose qu'on a reçu dans un panier de sa maman, hein, qui elle-même l'a reçu de sa maman, etc., etc. Et il arrive quelquefois que des mamans qui se retrouvent enceintes aient reçu le panier vide, quoi. Hein. Et donc, arriver à trouver un instinct maternel, à se fabriquer son propre instinct maternel, alors qu'on n'a pas reçu celui de sa maman, ce qui arrive quelquefois. Eh bien ça, c'est d'obliger cette femme à garder cet enfant alors qu'elle souhaite ne pas l'avoir, je pense que c'est criminel, sincèrement. Voilà pour quelle raison je considère, moi, que de pratiquer un IVG, c'est un acte d'amour. Maintenant, je précise que moi, si je suis effectivement pro-IVG, je suis pour, premièrement, que la politique de contraception soit bien évidemment parfaitement, actualisée, et répandue dans le milieu scolaire, etc. Alors je précise que j'ai déjà, c'est pareil, j'ai un livre qui est en cours sur le sujet, parce que ce que les adolescents et que les jeunes femmes, notamment, ça m'arrive souvent d'en parler, quelquefois avec des jeunes femmes qui ont l'âge d'être mes filles, quoi, et qui me disent, on reçoit des cours d'éducation sexuelle au sein du collège, du lycée, etc. Mais dit par contre, personne ne nous parle d'amour, du sentiment et du contexte psychologique. Alors ça, c'est moi qui m'y colle. Ça, c'est moi qui m'y colle. J'ai déjà bien travaillé le sujet d'ailleurs. Oui, j'ai déjà bien travaillé. Et donc je sais pas quand est-ce que ça va paraître. Ça fait partie des choses qui sont en route, quoi. Bon, j'essaie de faire assez vite, mais parce que le contexte psychologique dans lequel on a ces premières relations sexuelles, c'est extrêmement important parce que souvent c'est ce qui conditionne en grande partie, premièrement, l'attitude qu'on a vis-à-vis de l'autre sexe, et ça c'est valable pour les garçons et pour les filles, et c'est généralement une forme de virage dans l'existence qui est quand même extrêmement important. Et ça c'est pareil, c'est des confessions que j'ai reçues, et donc on m'a clairement fait savoir qu'il y avait un manque par rapport à ça. C'est-à-dire que dans la littérature, si bien intentionnée soit-elle, il y a un vrai manque par rapport à ça. Voilà. C'est-à-dire une éducation sexuelle qui soit plus soucieuse de l'aspect purement psychologique. En gros, si je devais synthétiser, je vais synthétiser en une phrase, je considère que on n'a qu'un corps humain entre la naissance et la mort. Pour cette raison, je considère que notre corps humain, c'est quelque chose de sacré. Et donc, à partir du moment où c'est quelque chose de sacré, je considère qu'il est extrêmement important de ne pas le prêter à n'importe qui. Et tous les garçons ne sont pas dignes qu'on leur prête notre corps.
C'est valable pour les mecs aussi, je vous signale. D'accord? Je considère qu'un mec, par exemple, alors tenez, il y a des gens qui vont râler après le porno, etc. Je peux parfaitement comprendre, je cautionne parfaitement leur position en général, mais il y a des signes, par contre, qui sont extrêmement interpellants et qui me donnent, moi, énormément d'espoir. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. J'avais lu une étude il y a quelques années qui démontrait que les hommes, de plus en plus, pas assez, à mon avis, pas assez, refusent de coucher le premier soir. C'est-à-dire que quand ils rencontrent une nana, ils y regardent à 2 fois avant de se mettre à l'horizontale. Les hommes, hein, je parle. Hein. Alors maintenant, il y a des femmes, je sais qu'il y a une époque où il y avait, je sais plus si c'est l'an dernier, j'avais chopé ça sur une émission de radio, il y avait des femmes qui revendiquaient de pratiquer le tableau de chasse. Alors évidemment, moi j'avais réagi, je lui dis, quand il s'agit d'être aussi con que les mecs l'ont toujours été jusque-là, il y a toujours des connasses pour en faire autre. Oui, parce que je trouve que c'est complètement con, quoi. Je veux dire, c'est pas... Alors pour le coup, on dit de moi que je suis une féministe, ça ne risque pas d'être par ce biais-là que je prends le féminisme. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Voilà. En règle générale, moi je pense que les gens ont tout intérêt à jouer plus de la séduction et plus moi je suis pour la drague, moi. Non mais c'est vrai, je suis pour la drague et la séduction. Je considère que il peut se passer des tas de choses intéressantes entre un homme et une femme et sans qu'il se passe rien de sexuel. Je ne fais allusion à personne. Je ne fais allusion à personne. Mais oui, tiens, pendant que j'y suis, oui, alors ça fait 2 vidéos que j'en parle. Je vous recommande Infrarouge sur les couples, qui est passé il y a quelques jours. J'y reviendrai, mais là c'est en fait j'ai commencé à parler de l'IVG et voilà quoi. Mais je dois travailler sur la notion de parrainage. Je vais y venir, hein. Le baptême civil. Je vais travailler sur le baptême civil qui n'a absolument pas pour objectif d'entrer en compétitivité avec le baptême catholique, je précise. Hein. Simplement, quelqu'un qui n'est pas catholique a le droit aussi d'être baptisé. Alors vous me direz, quelle est la nuance entre le baptême civil et le baptême catholique? Le baptême catholique, c'est l'entrée dans la communauté des croyants. Le baptême civil va avoir pour objectif, si ça se passe comme je le souhaite, de donner l'occasion d'avoir déjà parrain et marraine. Voilà. Donc parrain et marraine, où il n'y aura aucune connotation religieuse, effectivement, ce qui n'empêchera absolument pas des catholiques de postuler pour être parrain ou marraine par le biais d'associations de musulmans ou de juifs ou de pas croyants, parce qu'on peut parfaitement prétendre avoir parrain et marraine sans être croyant. C'est pour ça que je souhaite mettre sur pied cette histoire de baptême civil. Alors je crois savoir, sauf erreur de ma part, qu'il y en a déjà eu un à Saint-Austrebert. Mon petit doigt m'a dit ça un jour. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec le maire, mais c'est quelque chose à laquelle je tiens énormément. Et pendant que j'y suis, je vais continuer. Au sujet du mariage, je vais travailler sur le mariage aussi parce que je veux enrichir le mariage. Je veux enrichir le mariage. Alors il y a des gens qui me diront ça va le rendre encore plus complexe. Non, il s'agit simplement de le préparer un peu plus. Je pense qu'il y a des jeunes, le mariage catholique par exemple. Moi je me souviens très bien quand je me suis mariée il y a 30 ans. Je me souviens avoir assisté à des réunions de préparation du mariage catholique et il y avait eu un certain nombre de choses de dites qui étaient extrêmement importantes. Mais c'était incomplet. Mais c'était incomplet et moi je vais l'enrichir côté civil. Voilà. Quoi dire d'autre? Je pense que la piste qui est intéressante, parce que le samedi matin, il y a une émission sur avec William Lémergie, j'ai oublié le nom, où ils prennent un fait de société et puis ils vont voir comment ça se passe dans plein de cultures différentes. J'oublie tout le temps le nom de cette émission, enfin c'est pas grave. Bref, toujours est-il qu'il y avait un jour le mariage. Donc c'était vraiment extrêmement intéressant d'observer à quel point le mariage était différent d'une culture à une autre. Et alors, il y a un pays, je crois que c'est en Australie, c'est un officier ça n'est pas le maire qui marie, c'est un officier d'état civil qui ne fait que ça. Voilà. Alors moi, je propose
que ces postes soient créés. Alors, je pense pas que ce soit possible, c'est pas possible qu'il y ait ça dans toutes les communes, bien évidemment. Mais on peut imaginer dans chaque canton, par exemple. Dans chaque canton, ce serait tout à fait faisable. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Ce serait bien que ce soit quelqu'un, par exemple, qui ait fait des études de psychologie. Parce que ça permettrait, justement, en mettant sur pied ce type de mariage civil, d'anticiper certains signes qui peuvent devenir des signes inquiétants qui seraient à l'origine de la rupture ou du divorce 5 ans ou 10 ans après. Quelquefois, ça arrive. Voilà. Je vais vous donner un cas concret. Moi, bon, il y a des gens qui sont pas au courant, mais quand j'étais enfant, j'ai été victime d'un pédophile. Moi, l'homme que j'ai épousé la première fois a été la première personne à qui je l'ai dit, j'avais 17 ans. Bon. Eh bien, je sais qu'il existe des femmes, et des hommes aussi, qui ont été victimes de viol ou de pédophilie, qui rencontrent quelqu'un, qui tombe amoureux, red dingue et tout, qui se marie et tout. Et le mari ou la femme n'ont jamais su qu'ils avaient été victimes de viol ou de pédophilie. Parce qu'ils n'étaient pas suffisamment... Ils aimaient pourtant profondément cette personne, mais ils ne l'aimaient pas au point de leur confier ça. Moi, j'ai choisi de le faire. Bon. Toujours est-il qu'il ne faut pas s'étonner ensuite qu'au sein du couple, il y ait effectivement des problèmes. Quand un futur mari ou une future épouse sait ce genre de choses avant le mariage, je pense que c'est quand même... comment dire, ça évite de se retrouver avec des problèmes plus tard, quoi. Voilà. J'ai connu aussi, par exemple, une femme qui s'est mariée dans les années 70, oui à peu près. Son mari était malade mental, gravement atteint, hein. Et en fait, il prenait une quantité incroyable de médicaments, neuroleptiques, enfin, je sais pas quels médicaments, mais c'était vraiment important, quoi. Elle n'en savait absolument rien. Et le lendemain du mariage, elle a vu son mari avaler tout un tas de trucs. Au bout de quelques années, en fait, c'était quelqu'un qui était extrêmement violent, qui était extrêmement dangereux, et elle était battue, etc. Et il a fini par se suicider au bout de quelques années. Il n'empêche que c'était quand même un sacré cas de conscience. Jusqu'alors, si l'on prend l'état civil, enfin le mariage tel qu'il est conçu sur le plan purement juridique, il n'y a absolument rien qui puisse protéger un homme ou une femme d'une situation pareille. Alors c'est vrai que ça soulève énormément de problèmes, parce que je ne veux pas dire par là que quelqu'un qui a telle pathologie ou telle pathologie n'a pas le droit de se marier, c'est pas du tout ça. Mais il se trouve quand même que dans certains cas, on est en droit de se demander s'il ne serait pas souhaitable que le fiancé ou la fiancée en soit averti. C'est juste une question de logique. Moi, j'aurais pris extrêmement mal le fait d'apprendre au bout d'une semaine ou 15 jours que mon mari était un malade mental extrêmement dangereux. Voilà. Bon, je commence par l'IVG et je termine par le mariage. Alors, je vais mettre tout ça noir sur blanc, bien évidemment, hein. Je précise que ma démarche ne tend pas du tout à m'attaquer au baptême catholique ou à m'attaquer au mariage catholique, hein, c'est pas du tout ça. Il s'agit simplement d'enrichir pour essayer d'anticiper les problèmes, justement. Mais la notion de baptême civil, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que toutes les associations attendent après moi sur le sujet, donc je m'y colle, hein. On se calme, je m'y colle.